100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Pour nous, le temps était venu de transcender les susceptibilités. Ces mots du ministre de la Justice, le maître Séverin Quenome, résonnent encore dans bien des têtes pour qui se rappelle cette fameuse journée du 3 septembre dernier. Les députés de la 7e législature venaient d'adopter le très controversé code électoral, l'invite juste après le vote et à calmer les ardeurs. Mais un mois après l'adoption du texte de loi, l'appel du garde des Sceaux manque toujours d'écho favorable, aussi bien dans la masse populaire qu'auprès d'acteurs politiques et membres de la société civile. De part et d'autre, ça rechigne, ça grogne. Même le retrait de 4 importants articles, les articles 227, 244, 249 et 308, jugés non conformes à la Constitution béninoise par la Cour constitutionnelle, n'aura pas suffi à faire descendre une tension plus que vive. Nouvelle loi électorale et processus démocratique au Bénin. Des innovations trop tendancieuses. Tel est, mesdames, messieurs, le thème qui s'invite au menu de votre émission Débat du jour. Avec nous pour en débattre 2 acteurs de la société civile. À ma gauche, Armand Bouillon, juriste. Il est activiste des droits de l'homme. L'homme s'est illustré à travers de grands recours. On se rappelle l'appel à un 3e mandat de l'ancien chef de l'État, Touma Bouniaï. C'était avec alors ministre Fatoumata Amadou Djibril et les concours dits frauduleux. Spécialiste donc des questions de gouvernance et de démocratie, l'homme a accepté de nous accompagner au cours de ce débat. Armand Bouillon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, le docteur Onge Kokode. L'homme est le porte-intendant d'une association qui se bat contre vents et marées pour que l'approche paix, équité soit une réalité. Membre de la société civile, il est donc le président de l'association des compagnons du devoir. Droit, mais aussi devoir. Tout à fait, ce qui manque de plus en plus. Docteur Nader Onge Kokode, bonjour. Bonjour, et merci de répondre à notre invitation. Merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Sachez-le, le plaisir est énorme de savoir qu'il y a toujours de la disponibilité à partager, toujours avec nos téléspectateurs. Mon peuple meurt faute de connaissances, disaient les Saintes Écritures. Discrimination notoire, promotion de l'aristocratie. Les expressions, mesdames, messieurs, ne manquent pas pour discréditer la loi 2018-31 portant code électoral. Un texte de loi innovant, mais qui semble diviser profondément les Béninois. Armand Bouillon, vous observez un peu ce rejet de plus en plus manifeste dans la masse populaire. Comment ceci peut-il s'expliquer alors qu'ils ont été nombreux, les Béninois, à appeler à ce qu'on aille vers les réformes? Et ça aussi, ça compte. Leur mandat ont expliqué un peu plus tôt qu'il était temps de nettoyer le curry d'Augias. Mais l'appel ne semble pas, la mayonnaise plutôt ne semble pas prendre. Tout à fait, monsieur le journaliste. C'est vrai que le Bénin, un pays démocratique, depuis 1990, nous avons une constitution et des lois qui concourent à l'expression, donc, à l'animation de la vie publique de notre pays. Oui. Par rapport à ça, en septembre dernier, donc, nous avons, les députés donc, de notre pays ont voté une loi, la loi portant le code électoral en République du Bénin. Les incriminations ou les rejets continuent. Et cela peut se justifier au regard de nombreux éléments qui sont dans la loi. Bien sûr qu'il faut retenir qu'il y a des éléments qui sont importants et intéressants pour l'avancement du pays. Alors, vous avez parlé de la caution. La caution, vous savez qu'il est dit que pour être président de la République, donc, il faut payer 250 millions. Alors, pour les législatives, 249 millions. Alors, vous savez, 250 millions, alors que pour cette élection-là, l'élection du président de la République notamment, la loi n'a pas obligé le candidat à être porté par un parti politique. 250 millions dans notre contexte. Ce n'est pas la portée de tout le monde. On nous parle d'égalité devant la loi,
Mais 250 millions, ce n'est pas pour tout le monde. Du coup, ceux qui ont peut-être la science de gérer le pays peuvent se retrouver handicapés par ce montant de 250 millions. Je me suis amusé à faire un petit calcul, monsieur le journaliste. Vous savez, le SMIC au Bénin, c'est 40 000 francs. Le SMIC mensuel. Le SMIC annuel, c'est 480 000 francs. Lorsque on prend ces 480 000 francs, on fait 250 millions de francs divisé par 480 000 francs, on se retrouve à 521 années de cotisation. 521 années de cotisation pour quelqu'un. C'est vrai, on dira que celui qui a le SMIC ne peut pas prétendre aller aux élections présidentielles. Mais le SMIC est un élément de référence auquel on fait référence pour l'appréciation de certains éléments. Donc, que nous passions de 15 millions à 250 millions de francs CFA, je pense que ça fait pratiquement 17 fois le chiffre qu'on avait retenu, qui était dans la loi 2013 portant Code électoral en République du Bénin. Monsieur le journaliste, j'estime donc, au regard de cette petite démonstration, que ce montant reste élevé dès lors que celui qui est candidat n'est pas forcément porté par un parti politique. Du coup, celui qui est élu, il s'arrange pour avoir 250 millions de francs CFA. S'il est élu, il vient au pouvoir. Mais dans le contexte actuel, ce serait plus évident d'avoir des gens venus de nulle part, pour ainsi dire. Ils risquent de se faire porter par une formation politique, auquel cas, ce n'est pas gagné. Oui, mais c'est... Le contexte actuel, qui accompagne l'actuel code électoral. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais la loi a toujours retenu en son article 112 la candidature individuelle. Contrairement aux exigences qui sont faites aux candidats aux élections législatives, communales et locales du parti sur une liste, mais la loi... Vous trouvez alors le code un peu trop hypocrite? Le code est un peu trop hypocrite. C'est cela, à mon sens. Nadenko Kodé, oui, sa première prise de parole, ça a été aussi pour aller directement vers un point, il faut le reconnaître, qui continue de diviser les Béninois. Mais Nadenko Kodé, ce qu'on se demande, c'est comment expliquer le fait qu'après tant d'explications, données d'abord par les députés eux-mêmes, ensuite un certain nombre de voix, le gouvernement aussi a dû se jeter dans la danse. On se rappelle certaines interventions du garde des Sceaux au nom de l'exécutif qui expliquait c'est vraiment pour décourager ces candidatures fantaisistes et permettre d'avoir la crème des crèmes. Jusqu'à présent, on a comme l'impression, comme on dit vulgairement, c'est entré d'une oreille et c'est sorti par l'autre oreille. Comment vous l'expliquez? Merci, monsieur Joël Yetongi. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Vous me permettrez de faire un petit clin d'œil à mon collègue Denis Mukwege, et prix Nobel de la paix. Oui. Et pourquoi un clin d'œil à Denis Mukwege? Oui, pourquoi? C'est bien la preuve que la société civile, lorsqu'elle se bat, peut arriver à des résultats positifs. Et qu'il ne faudrait pas que les amis de la société civile qui se battent au Bénin se découragent. Nous pouvons avoir des Denis Mukwege au Bénin aussi. Voilà un homme qui s'est battu pour ces femmes qui ont été violées pendant la guerre. Et il a fait pendant des années avec conviction dans sa clinique. Il a fait des réparations. Et aujourd'hui, la communauté internationale lui reconnaît ce mérite. C'est pour ça que je lui fais ce clin d'œil et que je le remercie pour le travail qu'il a fait et que je le félicite. Vous le félicitez. Avant de vous laisser continuer, il paraît que ce n'est pas vraiment facile. Hein. Denis s'est retrouvé là où il s'est retrouvé parce qu'il a fait un choix, mais il paraît qu'étant membre de la société civile, opiner sur des questions d'ordre politique, que c'est beaucoup plus complexe. Oui, mais c'est difficile parce que la croyance populaire pense que celui qui est dans la société civile n'a pas le droit. Mais c'est notre devoir. Nos constitutions nous donnent le droit d'opiner là-dessus. Rien ne nous interdit de nous présenter à des élections non plus. C'est la croyance populaire. Mais je pense que tout ceci va évoluer puisqu'on sait que ailleurs,
Ce sont ces gens-là qui deviennent des chefs d'État, les meilleurs députés, parce qu'ils ont travaillé là-dessus. Ils sont à côté des populations. Il faudrait que cette croyance populaire commence par disparaître de toute façon. Alors, revenons à ma question. Alors, vous savez, c'est quoi une candidature fantaisiste? Quelles sont les normes? Est-ce qu'il y a des normes pour une candidature? Il n'y a pas de normes, mais il paraît qu'il y a des plaisantins. On a donné des clichés. Mais vous pensez que ce n'est pas... Ceux-là qui descendent sur Zem, à moto, qui veulent être candidats, il paraît que ça c'est de la plaisanterie. Absolument, il n'y a pas de souci. Alors, et celui-là, qui n'a pas 250 millions, et qui va se le faire prêter, ou qui va se le faire acheter, ce n'est pas un plaisantin non plus, et qui n'a pas la capacité de diriger le pays, mais juste parce qu'il a des amis qui peuvent donner 250 millions, lui n'est pas plaisantin. Il n'y a pas de critères pour dire que quelqu'un est plaisantin ou pas. Il faut qu'on arrête de nous distraire. Le problème électoral est un problème beaucoup plus sérieux que ça. Voilà. Donc, mais ceci étant, le ministre Séverin Quenome est dans son rôle. Peut-être que si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Donc, il est dans son rôle, il doit défendre. Parfois, on est obligé de défendre l'indéfendable. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vois de ce côté-là. Moi, c'est sûr qu'en tant que président des Compagnons du Devoir, et si nous faisons un petit saut en arrière, notre symposium du 3 et 4 mai passé, dont le thème central était « Regard croisé entre droit et développement, le rôle de l'Assemblée nationale ». J'ai vraiment l'impression que l'heure est venue pour nous de mettre en pratique ce que nous avions décidé. Puisque l'idée, n'est-ce pas, c'était vraiment d'assurer pour notre pays, le Bénin, une génération d'élus soucieux du développement et de l'intérêt général de la nation. Et qu'il y ait des mécontentements, qu'on soit d'accord ou pas avec ce code électoral, j'ai l'impression que le match est joué et que nous sommes obligés... Vous évoquez des thèmes qui m'obligent malheureusement à vous relancer par mes questions. Mais quand vous dites des élus soucieux du développement, le choix opéré par ces élus ne témoigne-t-il pas d'un certain souci du mieux-être collectif? En fait, le gros sujet, le gros problème, je pense, de cette loi, et je ne suis pas juriste, je vais laisser peut-être tout à l'heure mon ami revenir là-dessus, c'est qu'il y a vraiment même pour le profane que je suis, il y a des incompréhensions, il y a pas mal d'incongruités. Voilà. Là, vous avez parlé tout à l'heure de la caution de 250 millions. Bon, ouais, 250 millions, c'est quand même beaucoup. On peut se cacher derrière ce qu'on veut, c'est énorme. Alors, combien gagne le chef de l'État pendant le temps qu'il est là? C'est 250 millions. Lorsqu'il les a donnés, c'est vrai qu'on le lui a retourné. Mais bon, si j'arrive à donner 250 millions pour me faire élire, est-ce que le peu qu'on me donnera en tant que chef d'État va me suffire? Est-ce que je ne chercherai pas à en avoir plus? Est-ce que c'est ça la vraie question. Et pour le citoyen lambda que je suis. Et puis, nous voulons diriger des Béninois qui sont là, dont le SMIC ici, c'est 40 000. Donc, je pense que c'est disproportionné. Ça, c'est la vision de l'acteur de la société civile que je suis. Ça, voilà. Donc les craintes que beaucoup soulignent, vous les trouvez pertinentes? Oui, absolument. Je pense que aujourd'hui, en fait, les craintes sont pertinentes, mais le résultat, je pense que le résultat que le législateur voulait obtenir en créant ces garde-fous, ces résultats-là sont entièrement faussés, puisque si nous regardons par exemple l'élection des députés, donc quand on fait le calcul, on trouve bien qu'ils doivent le parti doit donner 249 millions. Oui. Bon, le parti donne 249 millions parce qu'on ne veut pas de plaisantins, n'est-ce pas? Mais on a un article qui limite qui dit que le parti qui a donné 250 millions et qui n'a pas 10% d'électeurs... On y revient tout à l'heure. Oui, 250 millions pour le fauteuil présidentiel, mais lorsqu'il est question d'être désormais le porte-voix des citoyens, donc en tant que député, il va falloir réunir 249 millions. 249 millions, c'est une caution par liste. Ça reste un point métenu au niveau de ce code électoral. La jeunesse continue de crier à l'exclusion en dépit
de toutes les démonstrations qui ont été faites, avec possibilité pour cette jeunesse de s'approcher, il paraît même, des banques, quitte à les accompagner. Il y a aussi un financement public qui pourra aider à assouplir les charges. Mais rien n'y fit. On voit toujours cette décision ou cet article comme un article discriminatoire. Le juriste que vous êtes, pensez-vous qu'on doit continuer à évoquer ce point ou plutôt passer à autre chose? Merci, monsieur le journaliste. Encore, je pense que la loi est votée, c'est consommé. Nous allons la mettre à l'épreuve. Il faut mettre la loi à l'épreuve. Donc, parce que le contrôle de constitutionnalité est passé, donc il ne reste que la promulgation si elle n'est pas faite en temps. Donc, nous allons la mettre à l'épreuve et voir ce qu'elle donnera. En fait, à mon avis, le vrai souci, c'est de mettre des articles anxiogènes. C'est ça le vrai souci. Qui vote? C'est comme ça que vous les qualifiez? Oui, c'est des articles anxiogènes. C'est-à-dire que M. Landa qui a envie d'y aller, qui s'est préparé depuis 4 ans en disant « Bon, voilà, moi je vais y aller parce que je peux apporter de la qualité. » Et paf, on lui dit « En fait, c'est 250 millions, tu ne peux pas y aller. » Et dans son village, c'est ça, les gens qui ont travaillé depuis pour pouvoir y aller. C'est des articles anxiogènes. Est-ce que lorsqu'on œuvre pour la paix, on met dans un code électoral des articles anxiogènes? Vous semblez oublier un aspect qui a aussi évoqué. Pour ceux-là qui pensent que ces articles peuvent amener toujours des problèmes, désormais, il est question de travailler en toute collégialité. Votre caution que vous avez apportée, vous avez des soucis. Désormais, ce sont les amis qui vous entourent, qui vous portent. Et chacun apporte sa petite contribution. Et l'addition vous permet d'obtenir la manne dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui limite la quantité d'argent que peut apporter un ami? Cette loi n'existe pas. Donc supposez, Joël, que vous savez, c'est pas que 250 millions en définitive. 250 millions comme caution, mais 2,5 milliards pour la campagne. Supposez, Joël, que vous avez 2,5 milliards à me donner. Nadin, allez, 2,5 milliards, je te les file pour que tu ailles aux élections législatives, aux élections présidentielles. Et que j'arrive à me faire élire. À qui je le dois? À vous. Oui, il faut rembourser. Mais à vous que je le dois. À partir de cet instant, si on part de votre exemple, que des amis m'aident à y aller, mais bien sûr, je deviens leur valet. Je ne travaillerai pas au développement du pays. C'est ça le réel problème. À la limite, dire allez, 800 000 francs pour aller aux élections présidentielles. Là-bas, c'est tel, j'en sais rien, 20, 30 millions pour la campagne. À partir de cette instance, mettre en place des outils de contrôle. Si vous dépassez, là, on est derrière vous. Et là, la corruption électorale, l'achat de conscience, tout ça, mais ce sera plus facile à contrôler. C'est très compliqué de contrôler des sommes aussi faramineuses. C'est-à-dire quand vous les mettez là-bas aussi hautes, je ne sais pas comment vous ferez pour contrôler l'achat de conscience. Puisqu'il faut que je me fasse élire si je donne 250 millions. Il faut que je fasse tout pour faire élire. Et par tous les moyens. Alors, un terrain fertile encore à la corruption? Tout à fait, monsieur le journaliste. Dès lors que vous mettez autant d'argent dans une campagne où vous êtes tenté de tout faire pour vous faire élire. Donc, tous les moyens sont bons pour arriver à cette fin. Vous disiez tout à l'heure que certaines personnes ont dit d'aller vers les banques pour demander des prêts afin de financer sa campagne. Je ne sais pas, dans votre contexte, quelle banque accepterait financer un projet portant sur une élection? Je ne sais pas. C'est quoi le contexte, quand vous parlez de contexte? Le contexte est tel que, avant que vous ne soyez financé dans une banque, il faut avoir un projet bancable. Le banquier ne va pas risquer investir ses sous dans un projet hypothétique. Vous allez aux élections, quelle est la garantie que le banquier a pour s'assurer que vous serez élu? Et lorsque vous êtes élu, je ne sais pas si c'est votre salaire ou vos indemnités qui permettront de couvrir le prêt que la banque vous aurait consenti. Est-ce que les banques financent déjà les vrais projets de développement? C'est également une question. C'est ça. Est-ce que les banques
béninoise finance déjà les vrais projets de développement. Vous les voyez financer une campagne électorale, les banques ne sont pas folles. Lorsque vous prêtez, vous avez envie de récupérer vos sous en plus des intérêts. N'oubliez pas, la banque ne prête qu'aux riches. Impossible d'apporter patte blanche à cette option des élus de la 7e législature? En tout cas, à mon sens... Sauf si l'État se porte caution. Non, mais vous n'avez pas demandé ça à l'État, à tout ce nombre-là? Ah oui, oui. Si l'État se porte caution de rembourser, si le contribuable qui va emprunter et n'arrive pas à payer, qui va emprunter pour aller aux élections, c'est de ça dont il s'agit. Si l'État se porte caution, ah oui, mais pourquoi pas les banques construire ça? Ce sera une bonne manne pour les banques. Hein. Ce qui ne viendra jamais. Je ne crois pas, ça ne viendra pas. Question de la caution à apporter, mais il y a mieux. Désormais, pour les candidats, il va falloir ratisser l'âge. L'article 246 parle de 10% de voir une évolution de taille au niveau du scrutin. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, à mon sens, c'est vrai que le souci, c'est d'avoir un scrutin, en fait, l'expression nationale du vote. Mais de mes analyses, je pense que cela risque de poser quelques problèmes. Je m'explique. Vous savez, dans cette disposition, pour avoir un siège, la forme classique d'attribution des sièges a été maintenue. Donc, il est ajouté au niveau de l'alinéa 4 de l'article 242 que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, 10%, pour moi, je me suis demandé, lorsque ce chiffre a été avancé, quelles sont les études qui ont précédé, ou donc qui ont déterminé le législateur à choisir ce chiffre. Vous vous rappelez que dans la proposition donc, de loi, c'était 15%. Alors, après échange, ils sont revenus à 10%. Je me demande fondamentalement, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? En ayant de grands ensembles, ça a été la réponse. Oui, en ayant de grands ensembles. C'est vrai que c'est possible, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ce pourcentage. Vous voyez, la dernière phrase de l'article, on dit toutefois si le nombre de listes inférieur en compétition inférieure à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. À la lecture, on a tendance à croire que le législateur dit en même temps une chose et son contraire. Mais pire, on dit que les listes ne peuvent être inférieures à 4. Donc le législateur détermine déjà à son niveau le nombre de listes qui pourraient être représentées à l'Assemblée nationale. Et c'est plus loin que le législateur nous dit que toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. Pour moi, il y a un petit mélange là, à mon sens, et je pense que c'est entre autres éléments qui sont également anxiogènes. Merci. Nadéange Kokodé, oui, désormais obtenir dans la circonscription électorale la majorité ne suffira plus. L'élection sera validée si et seulement si la liste du parti dont on est membre, dont on porte les couleurs, a au moins 10% de voix au plan national. Une innovation. Désormais, il ne suffira plus d'avoir suffisamment de l'aura dans sa zone pour prétendre atterrir à l'Assemblée nationale. Oui, il suffira plus d'être, j'allais dire, le meilleur développeur local, par exemple. Vous prenez ça sous cet angle-là? Voilà, pour aller. C'est vrai que l'élection... Vous êtes sérieux en le prenant sous cet angle-là? Non, je suis très sérieux. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a travaillé au développement de son village pendant des années et puis qui a mis ses enfants à l'école et qui se dit, bon, maintenant, moi, je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas trop allé. Toi, mon fils, il faudrait que tu ailles participer à la fabrication des lois dans notre pays, globalement.
Et puis, voilà, sa liste ne recueille que 1%. J'en sais rien. Je pars comme ça. Hein. Donc, il ne peut plus y aller. Alors que localement, il travaille. Si on part de ce principe, cette loi, elle est anxiogène. Mais selon l'explication que je viens d'entendre, en fait, l'histoire des 10%, c'est du pipeau. Comment ça? C'est du pipeau. C'est-à-dire que vous commencez par dire que 10% de voix pour pouvoir valider les députés qui sont élus. Mais après, vous dites, en fait, si vous n'avez pas 10%, s'il n'y a pas 4 partis au moins qui ont 10%, on pourra passer outre. C'est ce que ça fait la distribution entre oui, c'est ça. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, enfin, avant ça, voilà. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. En définitive, s'il y a 100 listes, on fait comment derrière? Il n'y en aura plus. Non, mais là, nous sommes là dans un cadre légal. C'est un code électoral qui prévoit ce qui peut se passer aujourd'hui ou demain. Il n'y en aura plus parce qu'il y a certainement la barrière de 250 millions. Mais supposons alors qu'il y ait 20 listes. Comment est-ce qu'on détermine le nombre et qu'aucune des listes n'ait 10%? Comment est-ce qu'on détermine le nombre de listes qui envoient des députés à l'Assemblée? C'est une boîte ouverte à l'arnaque. On ne sait toujours pas. C'est une boîte ouverte à l'arnaque. Qu'est-ce qui va se passer là? On ne sait pas. Nous devons, dans ce pays, rechercher vraiment des conditions d'élection tranquilles, propres. Et c'est à ça que nous travaillons compagnons du devoir. Et on ne doit pas mettre en place des boîtes de Pandore. Et ça, cet article, c'est une boîte de Pandore. Je pense que le législateur qui avait proposé 15% au début, et qui se rend compte derrière que les 15% c'est trop, et qui met 10%, et qui dit en fait les 10% c'est peut-être trop. Si on n'arrive pas à l'atteindre, tous les partis, voilà, globalement peuvent passer. Mais comment? Il faut qu'il y ait au moins 4 partis. Mais s'il y en a 6, on fait comment? Comment on fait pour choisir quel parti? Combien de députés iront à l'Assemblée par parti? Derrière chaque élu, c'est aussi des conseillers. On se demande parfois, quand on passe en revue ces tests, comment cette mandature, quand même très riche de ces hommes, en est-elle arrivée à ces choix? Vous me permettez, monsieur le journaliste, je voudrais ajouter à la suite du docteur Kokodé que cette disposition est non seulement une boîte de Pandore, mais pour moi, elle porte des germes de conflit. C'est une disposition conflictogène. Je m'explique. Je suppose que vous êtes candidat dans une circonscription X. Vous êtes adulé, vous avez travaillé dans votre circonscription, et à terme, vous n'êtes pas élu, parce que votre liste n'a pas recueilli 10% au plan national. Et là, c'est peut-être une liste qui n'a pas fait un score que vous avez fait, qui rafle la mise. Alors, le député qui serait élu dans ces conditions, lorsqu'il vient dans la localité, avec quel œil les populations de cette localité-là vont l'accueillir? Alors, c'est un test républicain. Il va falloir éduquer les populations maintenant à la nouvelle donne. Et ça, vous, à tête de la société civile, vous avez un rôle aussi à jouer. C'est vrai que nous avons un rôle à jouer, mais comprenons la réalité en face. Ne rusons pas. Comprenons la réalité en face. L'observatoire du citoyen que les compagnons du devoir voulaient mettre en place, qui est un observatoire, un lieu de rencontre entre l'élu et l'électeur. Voilà que les élus ont massivement décidé que ce n'est pas ce député, ce monsieur-là qui sera leur député. Et il est leur député. Comment peut se passer cette rencontre que nous voulons conviviale, d'échange citoyen? C'est vrai que cette loi est conflictogène. Et il faut vraiment... Bon, de toute façon, elle est passée, hein, mais il faut déjà le relever afin que maintenant, l'exécutif, parce que ce n'est plus le législateur, ce n'est plus... Voilà, que l'exécutif s'utilise, n'est-ce pas, à chercher des éléments pour atténuer les conflits qui, de toute façon, naîtront. En tout cas, la promulgation n'est pas encore un fait. Je posais la question tout à l'heure, vous avez promis faire un complément avant d'y arriver. Oui. Mais comment peut-on comprendre la question? Elle demeure celle-là aussi, avec des députés de cette trempe qui ont des parcours qu'on ne saurait remettre en cause.
qu'on en soit aujourd'hui à se retrouver avec des tests qui amènent plus d'un à s'interroger? Monsieur le journaliste, c'est surprenant. C'est surprenant d'autant plus que c'est l'une des rares lois qui suscite autant de polémiques, selon moi. Les députés, donc, ont des conseillers, ont plein de personnes derrière eux. Mais j'ai comme l'impression que cette fois-ci, on est passé un peu en force. Vous savez que tant les individus, dans les échanges sur les réseaux sociaux, sur les radios, mais beaucoup de personnes avaient dénoncé donc ce choix qui s'opérait en ce moment-là et qui donc s'impose à nous aujourd'hui. Mais au-delà, les organisations de la société civile ont fait le plaidoyer. Il y a une plaquette qui a été sortie, publiée donc, par les OSC, plus de 250, donc, qui sont revenus donc, sur ces points. Mais le législateur a choisi de passer outre. Et nous en sommes là. Oui, c'est important à savoir. Nadine Kokole, parlant de cette plaidoyer, vous avez vu aussi dans la démarche, ça n'a vraiment abouti à rien? Ah non, visiblement non. Visiblement non. Moi, je pense que le législateur voulait peut-être trop bien faire. Parce que la fraude électorale, on sait que c'est monnaie courante chez nous. Mais à vouloir trop bien faire, on finit par mal faire. Parce que lorsque vous voyez, je pense que ça doit être l'article 12, qui dit que, enfin, je dis, vous êtes en train d'être condamné, hein, on n'a pas fini de vous condamner, vous ne pouvez vous présenter à aucune élection. Vous ne pouvez vous présenter à aucune élection. On n'a pas fini de vous condamner. Vous pensez que c'est une aberration? Mais c'est une aberration. Et il a dit que je ne sais plus comment les juristes appellent ça, mais on a quand même le droit à une présomption d'innocence. Voilà. Donc, vous passez, je ne sais pas, devant la première cour, vous avez fait appel, ça n'a pas encore abouti, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pas normal. Donc, voilà. Et donc, je pense que si cette loi suscite des conflits aussi, c'est parce que ils ont voulu mettre trop de clés. Il y a trop de verrous. Voilà, ils ont voulu mettre trop de verrous. Dans un pays où l'administration, quand vous quittez Cotonou, Porto-Novo, enfin, à 50 km de Cotonou, il n'y a quasiment plus d'administration. Combien de personnes sont bancarisées dans ce pays? Enfin, on va peut-être revenir là-dessus pour que vous leur demandez, vous demandez à tous les élus, à tous ceux qui veulent se présenter de payer, d'avoir un quitus fiscal, des trucs comme ça. Oui, voilà. C'est non, allez-y, c'est l'un des points qui fait encore beaucoup réagir. Mais sur ce point, ce n'est pas en soi quand même une innovation, c'est surprenant la réaction des Béninois. Le quitus fiscal, c'était un fait. Absolument. Le quitus fiscal était un fait. Mais pour quel élu? Oui, c'est ceux qui viennent naturellement. Voilà, pour quel élu? Je pense que c'était uniquement pour le chef de l'État. Je crois, sous le contrôle de... Tout à fait. Voilà, c'était uniquement pour le chef de l'État. Et en plus, quel quitus fiscal? Pour ses revenus et pour ses biens fonciers. Donc, on définit quel bien, enfin, quel impôt. Supposez que vous avez une femme qui veut se présenter aux élections. Mais comme vous êtes le bon vieux macho de la République, vous refusez. Vous dites, ma femme n'ira pas aux élections parce que moi, je ne veux pas qu'elle y aille. Aucune femme ne fera de politique chez moi. Et puis votre femme, elle se fâche, elle s'en va. Vous dites, allez, vas-y. Elle s'en va. La voiture que vous lui avez achetée, elle s'en va avec. Et on se rend compte que lorsqu'elle dépose son dossier, qu'elle n'a pas pris, vous n'avez pas payé la vignette. Ça fait partie des impôts. Hein. Elle ne pourra pas se présenter. Vous vous rendez compte de l'aberration de la loi, en fait. Mais oui, sur le revenu, oui. Sur le foncier, oui. Et pour le chef de l'État, peut-être pour le député. Plus de 28 000 élus locaux, je crois. Oui. Alors, supposons qu'il y ait 4 ou 5 fois de candidats. Mais moi, les champs que mon grand-père a laissés au village, et que c'est mon cousin qui gère, en définitive. Mon cousin, il n'est jamais allé à l'école. Il n'a fait aucune déclaration là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne doit pas le faire. Et là, ce n'est pas le constitutionnaliste qui est en faute, hein, il ne fait pas de faute. Alors, on lui donne le test, c'est normal que tout Béninois puisse payer ses impôts. Ils doivent payer ses impôts. Mais en définitive, on est au Bénin ou on n'est pas au Bénin?
On sait qu'il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que l'impôt à la date d'aujourd'hui. Et dans un an, ils ne le seront pas plus. Et que ces gens-là, en tant qu'élus locaux, participent déjà au développement de leur pays. Comment vous faites pour... Non, voilà, c'est des aberrations de la loi. Voilà. Bon, on a été un peu trop vite en besoin par rapport à ce point. Monsieur le journaliste, je voudrais rapidement revenir sur un article que le docteur a cité tout à l'heure. C'est l'article 11 donc, de la loi sur le code électoral qui interdit à une personne condamnée à 3 mois d'emprisonnement, même assorti de sursis, avec ou une amende. La loi, notre code électoral, interdit à cette personne d'être électeur. Vous imaginez? Vous êtes condamné... D'être électeur. Oui. C'est bien l'article 11 de la loi qui dit les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, assortis ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tout autre fait prévu par les dispositions des lois pénales et constitue des délits. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont condamnées dans ce pays-là à au moins 3 mois d'emprisonnement. Je suppose même ces gens sont condamnés, mais ne vont pas en prison, donc à sortir de ceci. Mais la loi leur dénie le droit d'être électeur. Je ne dis pas éligible, d'être électeur. Et du coup, celui qui a peut-être, je sais pas, volé 5 000 francs, le vol n'est pas encouragé, aucune de ces infractions n'est encouragée. Mais cependant, pour moi, le législateur allait trop loin. Et alors, je suppose que le législateur veuille sanctionner. Alors, comment, de quels moyens dispose le législateur pour dénier donc à ses citoyens le droit d'être électeur? Pour moi, ça sort de l'entendement. On a comme l'impression que c'est passé inaperçu. C'est vrai que c'est un point qui, je dois l'avouer, personnellement, en lisant, j'ai vu le côté éligible plutôt, mais électeur, mais dans un Bénin où c'est vrai, tout n'est même pas informatisé. Comment arriver à détecter tout cela? Parce que Dieu sait qu'ils sont très nombreux, condamnés pour ceci ou cela. Vous savez, monsieur le journaliste, le vote, c'est un droit civil. Et pour vous déchoir de ce vote-là, c'est généralement les juges. Ce sont les juges qui prononcent donc, qui prononcent donc cette sanction contre vous. Mais la loi prend sur elle de vous arracher, je dis arracher ce droit de vote. Mais pour moi, ça sort de l'entendement. Mais lorsque vous allez plus loin dans cette loi, il y a une disposition qui dit, vous m'excusez, il y a une disposition qui dit que vous, lorsque vous êtes condamné donc pour une infraction involontaire, vous pouvez être électeur. C'est plutôt l'article 13 involontaire, vous pouvez être électeur. J'avoue n'avoir pas lu. L'article 13 donc, de notre code électoral dit que lorsque vous êtes condamné pour une infraction involontaire... Et comment ça s'apprécie? Vous êtes juriste? Infraction involontaire. On va interroger le législateur. J'avoue que ça fait pas... non, mais c'est-à-dire que les débats ont été focalisés sur les 10%, sur les 250 millions. Et puis, personne n'est allé regarder réellement. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour nos députés. J'ai énormément de respect pour nos députés. C'est passé à la trappe là. C'est arrivé à la présidence. C'est passé à la trappe. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas regardé. Mais c'est normal qu'après le chef de l'État dise que nous sommes un désert de compétences. C'est normal, mais il faut qu'il travaille à corriger cette incompétence. Parce que j'ai l'impression qu'il a une petite signature là-dedans. Là. Parce que ses proches collaborateurs, le ministre Séverin Quenom, ses collaborateurs juristes n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail. Parce que là, c'est incompréhensible en définitive qu'on puisse déchoir quelqu'un de son droit sans autre forme de procès. La question du quitus fiscal... Je voudrais revenir. Excusez, cette disposition est aussi conflictogène. Je parle donc de l'article 11. Celui à qui on donne le droit d'aller voter. Vous ne savez pas qu'il pourrait être amené à exprimer donc son mécontentement par une autre voie. Non, mais alors qu'il a la possibilité... démocratique, vous n'êtes pas content, vous saisissez les juridictions compétentes. Excusez, alors qu'il est
qu'il a de la potentialité, il a envie de se prononcer donc sur comment va son pays, sur la politique donc d'un gouvernement en place ou d'un élu local, on lui interdit parce qu'il aurait volé peut-être un poulet, parce qu'il aurait abusé de la faim de quelqu'un. Boyon, le temps passe si vite. Mais dites, par rapport à la question du quitus fiscal, votre vis-à-vis a fait ces démonstrations à lui, on le comprend, mais sur l'essentiel, est-ce qu'il ne faut pas simplement demander aux Béninois d'être plus disciplinés dans la mesure où lui aussi il a souligné, il faut pouvoir s'acquitter de ses dettes? Monsieur le journaliste, sur le principe, il n'y a pas de problème. Le paiement de l'impôt, c'est une citoyenneté, c'est l'expression d'une citoyenneté exemplaire. Tout à fait d'accord. Ça, c'est clair. Personne ne conteste qu'il faut payer ses impôts. Mais revenons à notre contexte. Personne ne conteste qu'il ne faut payer. Il ne faut pas payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. Alors, parce que c'est cette carotte-là qui permet de faire nos routes, nos centres de santé et tout le reste. Mais dans le contexte de notre code électoral, monsieur le journaliste, l'article 44, je crois, l'article 44, qui parle donc du quitus fiscal. L'article 46, pardon, qui parle du quitus fiscal dans notre contexte. D'abord, je voudrais rappeler. Allez-y rapidement, on n'a que 3 minutes. L'article 340 de la loi 2013 portant le code électoral, c'est cet article qui mettait à la charge de celui qui aspire à être président de la République le paiement d'impôts. Et les impôts étaient spécifiés. Le docteur Cocordet l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le foncier. Maintenant, que notre article, voulant sans doute mettre tout le monde face aux charges publiques, le législateur a donc mis cette obligation à la charge du candidat aux élections présidentielles, aux législatives, aux élections communales, locales, de quartier, de ville, de village. Mais vous trouvez qu'on est dans l'excès? Mais je ne sais pas. On est dans l'excès, à mon sens. Comment est-ce que l'on peut arriver à délivrer le quitus fiscal à tout ce nombre de personnes? On l'a rappelé tout à l'heure, le nombre de postes à attribuer pour les élections locales dans notre contexte, c'est 28 880 personnes qui sont élues sur le plan national dans les quartiers de ville et les villages. Le ministère dispose de moyens. Si c'est pour mettre les documents à disposition, ça ne devrait pas poser problème. On n'est pas informatisé, on n'est pas bancarisé. Le gouvernement travaille pour. Bon, on espère qu'on y arrivera. C'est clair que par rapport au principe, il n'y a pas de souci. Mais la mise en œuvre risque de poser beaucoup de problèmes. Et, vous savez que je crois avoir lu un arrêté qui conférait le pouvoir au directeur des impôts de délivrer ce quitus fiscal. Oui. Je ne sais pas si c'est décentralisé, mais mon parent qui a tout contournant, qui a permanent, tout ça, comment fera-t-il pour pouvoir avoir ce quitus fiscal? Mais le quitus fiscal, on dit des 3 dernières années précédant l'élection. Alors, comment allons-nous pouvoir faire pendant que nous sommes à quelques mois des élections? Donc, c'est clair, il faut payer ses impôts, mais dans le cadre de notre loi, c'est aussi conflictogène, je me permets de le dire, parce que on dit les impôts. Et c'est ouvert. Alors que pour le président, c'était bien précisé. Pour moi, c'est un recul par rapport à ce point-là. On pouvait spécifier également dans la loi portant code électoral, dans la loi 2018-31, on peut spécifier donc ces impôts-là à la charge de tous les candidats. Mais qu'on dise les impôts, je pense qu'il y a une certaine chose qui ne se dit pas, qu'on pourrait brandir à tout moment et faire tomber des candidats, de potentiels candidats qui gênent. Vous pensez qu'on est en train de créer plus de problèmes que d'en résoudre? Je pense que nous sommes en train de créer plus de problèmes que d'en résoudre. La promulgation du test n'est pas encore intervenue. L'ADN Cocordet, ce rôle, au cet âge, revient désormais au chef de l'État. On est à la fin de cette émission. Quel est votre appel par rapport à cet acte qui reviendra au chef? Vous n'êtes pas conseiller, mais l'acteur de la société civile est tenté d'orienter comment? Non, mais de toute façon, je pense qu'il nous faut une loi électorale. Il nous faut un code électoral pour aller aux élections. Et que celui-ci comporte un certain nombre de malfaçons.
le chef de l'État, c'est le garant de la paix dans le pays. Voilà, c'est le garant de la paix, c'est le garant de la tranquillité. Il y a certainement plein de choses qu'il n'a pas eu à voir et dont on a parlé ici. Il serait souhaitable qu'il en tienne compte en toute sagesse pour la paix dans ce pays. Merci, on vous a compris. 5 secondes. Je voudrais simplement, à la suite du docteur Kokode, demander pourquoi pas. Le président a le pouvoir, la Constitution lui confère le droit de demander une seconde lecture de cette loi-là à l'Assemblée nationale. Donc on peut profiter donc de cette possibilité qu'offre la loi pour nous rattraper, corriger les incohérences, les omissions et tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce code électoral. Merci à vous, Armand Bouillon. Merci, Nadé-Ange Kokode, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un numéro sur ce test de loi, aussi longtemps qu'il restera en l'état et au regard des développements qu'on connaîtra, on reviendra sans nul doute sur le sujet. 100% Bénin, ce sera donc tout pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'artiste peintre argenté et prix Nobel de la paix, lui aussi. Après Denis, oui, ça fait vieux de ce côté. Adolfo Pérez Esquivel, c'est son nom. Pour créer une nouvelle société, dit-il, nous devons offrir nos mains tendues et amicales, sans haine ni rancune, tout en faisant preuve d'une grande détermination et sans jamais hésiter à défendre la vérité et la justice. Merci pour l'attention. Bonne suite de méditation chez vous. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. Au revoir.